Le pouvoir d'achat des populations congolaises ne fait que chuter de façon dramatique avec comme principale conséquence la hausse des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa. Dans ce magazine, vous suivrez les réactions des vendeurs et acheteurs qui décrivent tous avec regret la misère qui caractérise la société congolaise en général. Nouveau protocole d'accord entre la douane congolaise et l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, en partenariat officiel depuis 1995, cet accord vient d'être révisité au regard de l'évolution de ces deux services publics et du cadre juridique. Ces titres et tant d'autres vous seront développés dans le corps de ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation de Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité renouvelée à la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo, fiscalité et développement. Après approbation du rapport de la commission ECOFIN, la Chambre basse du Parlement a adopté mercredi 6 décembre 2017 le projet de la loi des finances contenant les budgets de l'État pour l'exercice 2018. Ce projet de budget a été voté par 275 députés nationaux sur les 293 présents à la plénière. En marge de ce vote, le gouvernement a été appelé à faire diligence pour décaisser à temps les fonds alloués à l'organisation des élections afin de permettre à la centrale électorale de respecter son chronogramme publié le 5 novembre dernier et ainsi écarter toutes les contraintes financières. Évalué à 10 313,3 milliards de francs congolais, ce projet de budget 2018 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, avec 12,9% du produit intérieur brut, PIB. Le taux de régression est de 10,5% par rapport au budget de l'exercice 2017, arrêté à 11 524,5 milliards de nos francs. Dans son rapport, la commission ECOFIN a recommandé au gouvernement de la République de respecter dans l'avenir le délai légal du dépôt de ce texte de loi à la Chambre basse du Parlement. Sachez que ce projet de loi des finances est en examen à la Chambre haute du Parlement, le Sénat. Restons dans le sillage du Parlement pour parler de la reddition des comptes dont la loi de l'exercice 2016 a été examinée à l'Assemblée nationale. C'est dans cette optique que la rédaction de l'agence Galaxy Media se propose de vous expliquer ce groupe de mots, reddition des comptes. Le commentaire est de Miaswekama Lubaki. Simplement, la reddition des comptes est le fait de présenter les comptes dont on est chargé. La reddition des comptes consiste à présenter l'état des recettes et des dépenses liées à un bien appartenant à quelqu'un d'autre. On peut comprendre la reddition des comptes comme l'obligation de rendre compte, c'est-à-dire d'informer, de prouver et de se justifier concernant l'administration des biens ou, au sens public, de la gestion du budget de l'État en dépenses et en recettes au cours d'un exercice, une année civile. Il prend le sens de rapports présentés par une administration publique ou un gouvernement pour rendre compte de sa gestion au public dans lequel il communique des informations utiles à cette fin. Au niveau d'un État, le gouvernement est tenu, avant le dépôt de son projet de budget N+1, durant l'année N, de présenter le rapport de l'exécution de son budget N-1 en dépenses comme en recettes à l'Assemblée législative. Ce rapport est possible quand chaque structure de l'administration publique ou des ministères font état de leur gestion de l'exercice N-1 au gouvernement. Ces éléments de rapport pour la reddition des comptes transmis au Parlement permettent à son instance de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes, de faire son travail. Il consiste principalement à scruter les comptes tenus par les gestionnaires de crédit de chaque structure, des ministères et des administrations publiques. Les magistrats de la Cour des comptes comparent la situation financière présentée par les comptables publics à celle des ordonnateurs des recettes et dépenses à la tête des ministères, des administrations et établissements publics. Les règles de gestion publique disposent que seuls les comptables publics manipulent les fonds de l'État et l'ordonnateur ne peut en aucun cas être comptable de fait. C'est ainsi que le gouvernement remet son rapport en tant que coordonnateur des dépenses et des recettes. Ce document sera comparé à celui des comptables publics au niveau de la Cour des comptes qui émettra ses avis pour les instances parlementaires. En cas de manquement des gestionnaires de crédit et des comptables publics, la Cour des comptes peut proposer des sanctions.
Quittons le Parlement, mais tout en restant dans les questions budgétaires, renforcement de la crédibilité du processus budgétaire au niveau provincial, eh bien, le projet de renforcement de la redevabilité de la gestion des finances publiques Profit Congo, coordonné par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, s'y implique. Il vient d'apporter son appui en finançant les travaux des conférences budgétaires sur l'élaboration de l'édit budgétaire exercice 2018 de la ville-province de Kinshasa. Des assises qui se sont déroulées du 27 novembre au 6 décembre 2017 à Caritas Congo. C'est ce que nous disent Vumilia Tamboué et Maki Tudoma. Élaborer un budget équilibré en recettes et en dépenses qui prend en compte les différentes priorités sectorielles dans ce projet de loi d'édit budgétaire, sans oublier les attentes socio-économiques des Kinois, tel a été l'objectif de ces assises financées par les multibailleurs à travers le projet Profit Congo. C'est le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, qui a donné les coups d'envoi des travaux. Il a remercié les partenaires au développement à travers le projet Profit Congo pour leur accompagnement dans les différentes phases de modernisation et de réforme des finances publiques en République démocratique du Congo. La grande particularité dans ces assises, c'est la présence de la société civile appelée à jouer un double rôle selon les mots de l'autorité provinciale de la capitale congolaise. La société civile aura un double rôle à jouer au cours de ces travaux. Premièrement, en sa qualité de porte-voix et d'expression de la commande sociale de toute la population, la société civile ici présente prendra véritablement la mesure du coût réel des aspirations de la population. Deuxièmement, la société civile mieux impliquée dans l'élaboration du budget servira de catalyseur de l'ensemble de la population pour une meilleure collecte de ressources destinées à honorer cette commande sociale. La ville-province de Kinshasa fait face aux difficultés liées au recouvrement des recettes. Malgré ses nombreux actes générateurs des recettes, la mégapole a une très faible capacité mobilisatrice, estimée seulement à moins de 5 millions de dollars américains par mois. Au cours des travaux, les participants ont relevé les différentes failles qui ne permettent pas non plus la canalisation des recettes provinciales dans la caisse du trésor public. Ils ont également ratissé dans le potentiel fiscal de la ville pour constituer l'assiette la plus large possible. Au bout des 10 jours, les participants ont finalement élaboré le projet de loi de l'édit budgétaire exercice 2018 de la ville-province de Kinshasa, équilibré en recettes et en dépenses. La satisfaction a été totale tant du côté des participants que du côté de l'organisateur. Le représentant du coordonnateur du COREF, Moïse Hassani, a félicité toutes les parties prenantes au processus budgétaire pour leur implication. Maintenant que se clôturent ces travaux, la responsabilité de tous ceux qui ont participé reste maintenant liée. Pour ce faire,
L'exécution de nos prévisions en recettes comme en dépenses demandera davantage votre implication. Les prévisions budgétaires que nous venons de mettre en place sont des prévisions qui sont réalistes et qui feront en sorte que, lors de l'évaluation, que les écarts soient effectivement écartés ou bien réduits à 90%. Dans les prochains jours, ce projet d'édit budgétaire exercice 2018 de la capitale sera déposé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour examen. À la Direction générale des douanes et accises, DGDA, sachez qu'un protocole de partenariat de services a été conclu lundi 4 décembre 2017 entre cette régie financière et l'Office de gestion du fret multimodal OGEFREM. Jean-Baptiste Kongolo Kabila, directeur général adjoint des douanes en charge des finances et de l'administration pour le directeur général de Rugwiza Empêché et Patient Saïba Tamboué, directeur général de l'OGEFREM, ont tous deux apposé leur signature sur ce protocole d'accord. Le premier du genre entre les deux services publics remonte à 1995. Reportage signé Miasso Kamaloubaki et Maki Tudoma. Sous nos applaudissements, messieurs. Pour le directeur général adjoint de la DGDA, en charge de l'administration et des finances, et le numéro 1 de l'OGEFREM, comme pour leurs institutions, ce n'est pas le premier accord du genre. Il convient ici de rappeler que le premier protocole d'accord entre la DGDA, entendait à ce moment-là l'OFIDA, Office des douanes et accises, d'une part, et l'Office de gestion du fret maritime, d'autre part, donc OGEFREM toujours, heureusement, date du 24 juillet 1995. Il portait sur la perception d'une commission OGEFREM de 0,5% de la valeur CIF de la marchandise importée et la contribution sur le chiffre d'affaires, CCA, ainsi, il est là qui était de 18%. Même si les termes de ce protocole d'accord restent substantiellement les mêmes, les deux services publics et leur statut juridique ont évolué. Par décret numéro 09/43 du 3 décembre 2009, l'Office des douanes et accises, OFIDA, est devenu la Direction générale des douanes et accises, DGDA actuellement. L'Office de gestion du fret maritime est devenu l'Office de gestion du fret multimodal. Dans le cadre de la fiscalité, la contribution sur les chiffres d'affaires, CCA, a été remplacée par la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Tant de changements donc qui justifient la révisitation et la mise à jour du cadre juridique de notre collaboration. Pour asseoir cette collaboration, un comité de suivi est mis en place et l'échange d'informations sera permanent. Je voudrais insister sur la nécessité pour nos deux services d'assurer le suivi de l'exécution du protocole d'accord afin d'en tirer tous les bénéfices attendus. Pour la DGDA, les données de la fiche électronique de renseignement à l'importation et à l'exportation ferry et ferrée ainsi que celles reprises sur l'attestation de destination constituent des renseignements importants dans le cadre de la lutte contre la fraude et la maximisation des recettes du trésor public. La fiche électronique des renseignements à l'importation, la fiche électronique des renseignements à l'exportation ainsi que l'attestation de destination sont autant d'outils que nous mettons à votre service, à votre disposition, de manière à ce que vous puissiez maximiser ou qu'ensemble nous puissions maximiser les recettes du trésor. Le directeur général de l'OGEFREM, Patient Saïba Tamboué, a un message sans équivoque pour ses agents. Je vous invite déjà à prendre toutes les dispositions, sachant que au plus haut niveau de nos deux directions générales respectives, la collaboration elle est parfaite. Il y aura même une complicité positive. Le directeur général de l'OGEFREM, au sortir de cette signature, a transmis à ses équipes les premières instructions pour la mise en vigueur de cet accord revisité.
Cet accord s'inscrit également dans la politique de l'Organisation mondiale des douanes OMD qui prône le partenariat douane-autres services publics. Quittons la Direction générale des douanes et axes par le dernier séjour du directeur général adjoint de la DGDA dans la province du Haut-Katanga où Jean-Baptiste Nkongolo Kabila a eu des rencontres avec les différents partenaires de la douane, ceux œuvrant à la frontière du poste de Kasumbalesa comme ceux de la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. De quoi était-il question? La réponse dans ce reportage de notre correspondant permanent dans la capitale du cuivre, Yuma Ramazani. Parce que je suis en train de poser la question de savoir pourquoi ces véhicules doivent être là jusqu'en ce moment. Le chef local, c'est vous. Quand le véhicule arrive ici, pourquoi il traîne? Quels sont les documents que vous exigez? Parler, écouter, échanger, c'est la démarche pédagogique qui caractérise le directeur général adjoint de la DGDA, chargé de l'administration des finances. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila a en effet mis à profit son séjour au Katanga pour harmoniser avec les opérateurs économiques, les transitaires, les transporteurs, les déclarants en douane ainsi que toutes autres corporations intervenant dans le processus de dédouanement. D'abord avec les membres de l'ordre opérationnel du poste frontalier de Kasumbalesa, puis avec les autres intervenants aux opérations douanières. La même démarche, le directeur général intérimaire l'a faite à Lubumbashi, au centre Aropi. Pour le numéro 2 de la douane congolaise, il s'est agi de prendre le pouls du fonctionnement de ses services à la frontière avant de donner des directives pour une bonne administration douanière. Quels sont les problèmes que nous avons ici à la frontière? Et à Kasumbalesa, tout comme à Lubumbashi, les difficultés n'ont pas traîné de tomber dans les oreilles de l'autorité douanière. Il y a déficit communicationnel entre nous et la DGDA. Nous avons la redondance. Ce qu'on était en train de faire avec Word, c'est ce que nous faisons maintenant avec Ségus, mais de manière séparée. Et le circuit, après la déclaration de quitter jusque la grande barrière ici, jusque Lubumbashi, c'est un circuit vraiment si nécessaire de revoir. Le coût de production ici chez nous est plus élevé par rapport à celui de la Zambie. Il y a plus de 4 services à votre information. Tout en prenant bonne note des doléances, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila a trouvé solution pour certains problèmes, séance tenante. Mais à tous, douaniers partenaires, l'orateur a lancé un message de nouvelle citoyenneté pour une participation toujours accrue de la douane au budget de l'État congolais. Et tout le monde est informé là-bas qu'il y a des bilans. Tout le monde est informé que toutes les marchandises qui passent par la douane ne passent pas de la même bonne façon. Voilà pourquoi même les gens qui ont importé normalement font l'objet de tracasseries. Parce que l'image du commerçant, c'est le commerçant véreux qui ne parvient pas à déclarer normalement. Nous devions alors fournir un effort à partir d'ici pour que les choses changent. En ce moment-là, nous n'allons pas donner prétexte à tous les autres truands en cours de route de pouvoir nous arrêter. Agents et cadres de la douane, membres de la corporation des commissionnaires en douane, des petits transporteurs et des petits commerçants ici présents, mais aussi les représentants de la FEC, de pouvoir cultiver le sens du civisme fiscal. L'amour de votre pays vous permettra de travailler convenablement selon les prescrits de la loi. Pour notre part, nous ne ménagerons aucun effort pour enlever de notre ligne ceux qui ne se conformeront pas à la loi, qu'ils soient de notre propre administration ou des partenaires que vous êtes, parce que les gens comme ça ne vont pas nous permettre de pouvoir atteindre les objectifs. Et alors, c'est simplement quand nous serons en mesure de pouvoir travailler convenablement, de respecter la loi, d'être en même d'engranger les recettes dues au trésor public, que nous pouvons être fiers de notre pays et de le rendre plus beau qu'avant. Comme nous chantons,
si aisément dans notre hymne national. Et cela sera la satisfaction du président de la République, chef de l'État, du gouvernement de la République et de toutes les administrations de notre pays, pour que le pays puisse avancer. Nous ne devons pas continuer à être analysés. Donc, nous faisons la facilitation des échanges, nous faisons aussi la conscientisation sur la fiscalisation. À la Direction générale des impôts DGI, l'échéance de souscription de déclarations afférentes au mois de novembre 2017 de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, de l'impôt exceptionnel versé au personnel expatrié et de la taxe sur la valeur ajoutée TVA est fixée au 15 décembre prochain. Passé ce délai, les contribuables concernés seront soumis à des pénalités conformément à la législation fiscale en vigueur en République démocratique du Congo. Aux contribuables donc de ne pas attendre le dernier jour. Toujours à la Direction générale des impôts, après l'ambulance médicalisée remise au centre médical le 10 novembre dernier, c'est au tour des autres directions de bénéficier d'un lot de 4 bus de 65 places assises chacun. Un nouveau geste managérial signé comité de gestion José Sele Yalagouli, dont la remise a eu lieu lundi 4 décembre 2017 dans l'enceinte même de la Direction générale des impôts à la Gombe. Makie Seloutina et Abenga Kumba nous en parlent dans ces reportages. 4 bus de 65 places assises, chacun remis le 4 décembre. Une coïncidence de dates pour améliorer les conditions de travail du personnel des impôts. La haute direction de la DGI a procédé à la remise de ses moyens de déplacement du personnel pour renforcer ses capacités de mobilisation des recettes fiscales de l'État. Le directeur général des impôts, José Sele Yalagouli, a personnellement remis les clés de ces engins aux responsables chargés de la logistique. Des véhicules acquis sur fonds propres de la DGI à l'issue d'un processus de passation de marché transparent organisé par la Direction générale des impôts. Occasion pour le numéro 1 des impôts de saluer la volonté du ministre des Finances qui accompagne les efforts de la haute direction dans l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'administration fiscale pour plus de rendements sur les terrains. Ces bus, c'est d'abord le fruit du travail abattu par le personnel de la Direction générale des impôts, parce que c'est grâce à eux qu'on a mobilisé les ressources nécessaires qui ont permis d'acquérir ces bus. Mais en deuxième lieu, comme je l'ai dit, c'est aussi grâce à la volonté politique de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, qui est notre ministre des tutelles et qui ne cesse d'accompagner les efforts de la haute direction, qui a placé les ressources humaines au cœur de son action. Comme vous le savez, la gestion de la Direction générale des impôts procède de la nécessité de mobiliser des ressources pour financer les programmes de développement du pays, entre autres. Mais l'essentiel de ce travail s'est fait par les personnels. Donc il fallait améliorer les conditions de travail de ces personnels-là. Voilà pourquoi nous avons acquis ces bus qui constituent l'une des stratégies mises en place pour améliorer le sort du personnel, notamment pour les transporter. Et ceci s'est fait après qu'on ait livré une ambulance et puis il y a beaucoup d'autres actions qui vont continuer dans ce sens-là. Ces énièmes gestes de la haute direction témoignent la considération accordée aux ressources humaines placées au cœur de son action managériale. Initiative saluée par le président de la délégation syndicale de la DGI, Joseph Boteya, qui a loué les efforts fournis par la haute direction des impôts. Nous remercions la haute direction pour avoir pensé à la mobilité du personnel, parce que c'est cela qui conditionnait même l'arrivée. L'heure d'arrivée au lieu de travail des agents. Parce que nous avions demandé qu'on ne peut pas réglementer l'arrivée sans qu'on mette des moyens de déplacement. Maintenant que les moyens de déplacement sont tous arrivés, nous n'avons qu'à les féliciter et qu'ils fassent davantage. Cette acquisition vient ainsi agrandir les charrois automobiles de la DGI déjà existants. Quitte au personnel d'en faire bon usage pour que ces derniers servent à la mobilisation des recettes internes de l'État, indispensables pour le développement du pays. Posséder une arme de chasse ou d'autodéfense en République démocratique du Congo, en tout cas c'est possible, à condition de s'acquitter de vos obligations vis-à-vis de l'État. Et c'est au ministère de l'Intérieur et Sécurité
qu'il faut s'adresser sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD, qui est chargée d'ordonnancer, de recouvrer les recettes non fiscales de l'État dans ce secteur. Voici pour vous les actes générateurs de recettes qui relèvent du secteur de l'intérieur et sécurité, précisément au secrétariat général, dans ce commentaire de notre confrère Mavambu Nombo. Le ministère de l'Intérieur et Sécurité n'est pas seulement consommateur de fonds publics. En tant que service d'assiette, il est aussi mobilisateur de recettes non fiscales de l'État sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. À travers son secrétariat général, il dispose des actes générateurs en mesure de renflouer les caisses du Trésor public, parmi lesquels les droits de délivrance ou des renouvellements de permis de port d'armes d'autodéfense, de chasse ou de sport, la taxe sur l'autorisation spéciale d'importation et ou de vente d'armes de chasse et d'autodéfense, la taxe sur l'autorisation spéciale de fabrication d'armes de chasse et d'autodéfense. Parmi ces actes générateurs, il y a aussi les droits de dépôt des candidatures aux élections, les droits de vente de la carte d'identité, les droits de délivrance du permis d'exploitation des sociétés de gardiennage, la redevance annuelle d'exploitation des sociétés de gardiennage, ainsi que les amendes transactionnelles en cas de violation de lois et règlements. À Kinshasa, le pouvoir d'achat de la population a dramatiquement chuté à côté de l'inflation perpétuelle des prix constatée depuis plusieurs mois. Le panier de la ménagère se rétrécit davantage car sur les marchés de Kinshasa, les prix des denrées alimentaires de grande consommation ne font qu'augmenter. Choléon Kanye et Nyangi Lostine pour les détails. Ça s'agite sur les différents marchés de Kinshasa où on observe une augmentation des prix de produits de première nécessité de façon générale. Ainsi, l'évolution des prix faite en l'espace d'un mois indique que les produits connaissent continuellement une hausse des prix. Commençons par le sucre, dont les sacs de 50 kg qui coûtaient au début de novembre 68 000 francs congolais coûtent actuellement 74 800 francs congolais au marché de la Liberté. Hausse également au marché central où le prix a augmenté passant de 65 000 francs congolais à 74 750 francs congolais. Même tendance au marché Zigida où on constate une augmentation successive de 67 000 francs congolais à 76 000 francs congolais et au marché Gambela de 70 000 francs congolais à 75 500 francs congolais. Pour certains vendeurs et acheteurs, cette hausse de prix est due à cause de la situation économique de l'heure. Avec la hausse du taux de dollar, le prix augmente sans cesse. Nous ne respirons plus, nous souffrons, pas de bénéfices, nous sommes au bout du rouleau. La vente se complique, les prix ne font que changer, c'est plus comme avant car le gouvernement n'arrive plus à contrôler le dollar et nous n'arrivons plus non plus à faire de bénéfices. Mais notre préoccupation est que l'État puisse un peu raisonner un peu comment est-ce que les taux peuvent diminuer un peu. Parce que ce qui fait que ça puisse un peu déranger, il y a les taux. Les taux, ça change du jour au jour. Autre produit de grande consommation, le manioc dans les sacs au marché de la Liberté a connu une hausse passant de 60 000 francs congolais il y a un mois à 65 000 francs congolais. Au marché central, le sac des cossets de manioc est passé de 63 000 francs congolais à 73 000 francs congolais. Au marché Zigida, le prix est passé de 65 000 francs congolais à 75 000 francs congolais. Même au marché Gambela où le sac de foufou a grimpé passant de 68 000 francs congolais à 80 000 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon de prix avec les poissons chinchard dont un carton de 20 plus 30 kg a coûté 115 000 francs congolais au marché de la Liberté, 117 000 francs congolais au marché central, 118 000 francs congolais au marché Zigida et 120 000 francs congolais au marché Gambela. Et puis, en jetant un regard sur l'évolution de l'indice hebdomadaire des prix à la consommation durant la semaine du 2 au 9 décembre 2017, l'Institut national de la statistique INES remarque que certains biens de grande consommation
ont influencé l'indice de l'inflation. Voici les détails avec Mavambo Nombo. L'inflation hebdomadaire du 4 au 9 décembre 2017 est de 1,121% au niveau national et de 0,598% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 51,593% au niveau national et 46,860% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 55,504% au niveau national et 50,356% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 54,357% au niveau national et 49,219% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive, principalement à la hausse des prix des vêtements et chaussures, des appareils électroménagers, de meubles et articles d'ameublement, des produits pharmaceutiques, des services d'hébergement et de restauration, des boissons alcoolisées importées, des services de transport, des pièces de rechange pour véhicules, de viande, de poissons ainsi que de frais scolaires et académiques. Ici est de signaler la baisse de maïs et de la farine de maïs à Kananga où le MECA est passé de 3 000 francs congolais à 1 700 francs congolais, une situation qui est arrivée après l'interruption du trafic ferroviaire suite au déraillement sur le tronçon Lubumbashi-Luena. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo, BCC, a indiqué au vendredi 8 décembre 2017 un dollar américain à 1590,67 francs congolais, tandis qu'un euro était à 1876,29 francs congolais. Pendant qu'au samedi 9 décembre 2017, au parallèle, le taux était à 1590 francs, le billet vert dans la plupart des communes de la capitale et à 1600 francs au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international d'Njili, le billet vert s'est changé à 1500 francs congolais. À l'intérieur du pays, particulièrement dans la ville de Matadi au Congo central, un dollar valait 1570 francs congolais. À Kisangani, dans la province de la Chopo, le billet vert s'est négocié à 1585 francs congolais, 1590 dans la ville de Kalemi en province du Tanganyika, tandis qu'à Chikapa, dans le Kasaï, il fallait débourser 20 francs de moins pour avoir un dollar, soit à 1570 francs congolais. À Kananga, dans la province du Kasaï central, le roi dollar valait 1590 francs et 1600 francs dans les villes de Beni au nord Kivu et Bukavu au sud Kivu. Sur le marché international à présent, des produits pétroliers aux produits céréaliers en passant par les produits miniers, les uns sont en hausse, les autres en baisse. Voici pour vous les cours des principales matières premières au deuxième fixing du samedi 9 décembre 2017. Retrouvons Mavambo Nombo pour les détails. Tendance haussière à la clôture de la semaine du cours du pétrole. À Londres, le baril de l'or noir s'est négocié à 63,35 $ américains, soit une augmentation de 2,01%. Et à New York, à 57,36 $ américains, le baril avec une hausse de 1,24%. Plus 0,26% pour le cours du cuivre dont la tonne métrique a valu 6 530 $ américains, moins 0,06% pour le cours du cobalt dont la tonne s'est négociée à 69 900 $ américains. Le prix de l'or a aussi reculé de 2,39% en se négociant à 1245,20 $ américains l'once. Côté principaux produits céréaliers, le maïs a terminé le week-end au vert avec une hausse évaluée à 0,29% en valant 340 $ américains la tonne. Baisse par contre du cours du riz qui s'est négocié à 12,09 $ américains la tonne, soit une diminution de 0,78%. Le blé a également clôturé le week-end en baisse de 1,63% en se négociant à 392 $ américains la tonne, le tout au dernier fixing du samedi 9 décembre 2017.
Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Nouvelle vision stratégique, nouveau mode de recouvrement de la taxe des promotions de l'industrie, nouveau mode de financement des projets industriels, bref, une nouvelle façon de voir les choses. Telle est la nouvelle image qu'affiche désormais le Fonds de promotion de l'industrie FPI, établissement public à caractère technique, économique et financier, appelé à promouvoir l'essor de l'industrie congolaise. Cela justifie le nouveau mode de suivi et évaluation des projets financés par cette institution qui entend désormais orienter l'allocation de ces fonds vers des projets qui doivent développer des avantages concurrentiels et ainsi s'imposer sur les marchés. C'est ce qu'on appelle la chaîne des valeurs, une étude précise des activités de l'entreprise afin de mettre en évidence ces activités clés, celles qui ont un impact réel sur les coûts ou la qualité et qui lui donneront un avantage concurrentiel. Longtemps focalisé sur les projets individuels, le financement du FPI le sera désormais sur la chaîne des valeurs, un des principaux concepts utilisés en analyse stratégique. Le patron du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebikibonvoul, l'a bien compris. Raison de ce renforcement des capacités des cadres et agents qui intègrent cette nouvelle approche des chaînes de valeurs pour créer des opportunités d'affaires en élaborant des partenariats stratégiques avec les institutions de recherche, notamment dans le domaine agricole. En ce sens, le Fonds de promotion de l'industrie agira en tant que facilitateur entre les différents projets visant plusieurs sites de promoteurs et des bailleurs de fonds, des fournisseurs de produits et de services publics pouvant constituer ces chaînes de valeur. Ainsi, pour améliorer sa chaîne de valeur, l'entreprise doit faire un diagnostic de l'avantage concurrentiel en identifiant la chaîne de valeur permettant d'être compétitif dans le secteur de l'activité concernée. Elle doit cerner ses forces sur chaque activité et déterminer celles qui permettent de créer le plus de valeur pour les clients. L'entreprise doit éradiquer ou diminuer ses faiblesses sur les activités en cours, choisir des outils et études pertinentes pour réaliser un diagnostic permettant de mettre en avant les forces de l'entreprise et enfin tenir compte du fait que la performance globale dépend de la performance des liaisons qui existent entre les activités. En optant pour les chaînes de valeur, le Fonds de promotion de l'industrie voudrait ainsi développer les opportunités d'affaires dans les projets dont l'objectif est de faire du Congolais le premier investisseur dans son pays et de la demande intérieure, le moteur de l'économie, comme l'a indiqué le président de la République lors de son discours prononcé devant le Congrès en novembre 2007. À l'étranger, sachez que les échanges commerciaux de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, ont chuté de 19,5% en 2016. Information contenue dans le rapport sur le commerce et l'investissement de la CAE, cité par l'agence Ecofin ce week-end. Selon la source, en 2016, le commerce global de la région la plus dynamique d'Afrique est tombé à 44,6 milliards de dollars américains contre 55,4 milliards en 2015. Cause de la situation, la chute des prix des produits d'exportation et du trend de la demande mondiale. La morosité de l'environnement économique mondial, note le rapport, a été défavorable à l'Afrique de l'Est. Une situation qui a fortement contribué à la baisse des échanges commerciaux. Les exportations totales ont baissé de 6,8% à 14,9 milliards de dollars américains contre 16 milliards de dollars américains en 2015, indique le rapport. De leur côté, les importations vers la région ont également chuté à 29,7 milliards de dollars américains en 2016. Et pourtant, elles étaient évaluées à 39,4 milliards de dollars américains en 2015. Toujours en dehors de nos frontières, les modalités du divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont connues. Vendredi 8 décembre dernier, Theresa May, première ministre britannique, et Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, affirme Le Monde.fr, ont trouvé un compromis sur les 3 dossiers prioritaires entre
les deux parties en négociation. Il s'agit de la gestion de la frontière entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, le règlement financier du divorce et les droits des citoyens européens vivant au Royaume-Uni et ceux des Européens établis en Grande-Bretagne. La facture du divorce, note la source, s'élève à 50 milliards d'euros au Royaume-Uni. L'argent va servir à payer les retraites des fonctionnaires européens, mais aussi assurer la contribution britannique au budget actuel. Pour ce qui est des droits des citoyens, pas d'inquiétude, en tout cas des parts et d'autres de la frontière. Les droits les plus de 3 millions d'Européens vivant outre-Manche et de plus d'1 million d'expatriés britanniques sur le continent européen seront donc préservés. Le dossier sur la frontière entre les deux Irlandes a trouvé un compromis. Il n'y aura pas de frontière physique entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord. C'est donc l'information contenue dans le monde.fr. L'Union européenne pourra se doter d'un fonds monétaire européen en 2019. La Commission de l'Union a rendu publique cette nouvelle le mercredi 6 décembre dernier à Bruxelles. Objectif poursuivi, aider les pays européens en difficulté financière et économique. Selon Pierre Moscovici, un des commissaires européens en charge du projet, il est question de transformer le mécanisme européen de stabilité, MES, en organe intergouvernemental de gestion des crises créé par les 19 États membres de la zone euro. Cette institution, affirment des médias européens, a joué déjà un rôle très important dans le dernier programme d'aide à la Grèce. Autre objectif du Fonds monétaire européen, jouer un rôle de garant des banques en difficulté dans la zone euro au cas où les mesures déjà prévues par les établissements financiers et les États nationaux dans le cadre de l'union bancaire ne seraient pas satisfaisantes. Le Fonds monétaire européen devra donc se substituer au Fonds monétaire international. Avant de boucler complètement cette émission, faisons un tour d'horizon des journaux parus dans la presse cette semaine, la revue de presse économico-financière et des questions de développement, dans cette sélection de notre confrère Wangi Lokwa. Ouvrons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec Forum des As qui titre à sa une « Retombée de l'adoption du projet de budget 2018 par les députés ». Le gouvernement est appelé à décaisser les fonds à temps pour les élections. Le journal indique que le projet de budget fixé à un peu plus de 10 000 milliards de francs congolais a comme priorité l'organisation des élections, l'arrêt de la dégradation de la situation économique du pays, l'amélioration des conditions de vie de la population ainsi que la restauration de la sécurité. Parlons justement de financement des élections, bonne gouvernance. Dans son éditorial s'interroge plutôt sur le caractère mensonger des propos de Corneille Nangaa. L'éditorial de bonne gouvernance révèle que les deux rapports annuels de la CENI qui contiennent les détails sur la gestion financière, logistique et administrative de la centrale électorale qui gère l'argent des contribuables congolais, rapports pourtant programmés, ne sont pas examinés en plénière de peur de laisser entrevoir la mégestion sur les cadavres qui sont dans les placards de la CENI et qui risqueraient d'éclabousser les dirigeants actuels de la CENI. Et pourtant, les partenaires au développement écrit bonne gouvernance n'attendent que les conclusions et les observations des députés nationaux pour délier les cordons de la bourse. Dans un autre chapitre, le Forum des As alerte que, faute d'intégrer l'aspect environnemental, les codes miniers révisés de la RDC risquent de perdre 21 milliards de dollars américains nécessaires à la mise en œuvre de son programme. Les fonds, selon le journal, qui proviendraient de la communauté internationale dans le cadre de l'accord de Paris. Les phares à sa une s'inquiètent plutôt d'une mort programmée du FPI avec ce titre « À qui profiteraient les crimes ». Au journal de s'interroger, comment nous convaincre que la faillite programmée du FPI va se transformer en un puissant vecteur économique par le simple fait de muter le fonds en banque dans un contexte économique de plus en plus fragile associé à une géopolitique de prédation économique dont victime le pays. Le journal conseille plutôt le gouvernement et les législateurs à reconsidérer cette décision de mutation aux lourdes conséquences incalculables. Revenons encore sur bonne gouvernance qui cite le ministre d'État à l'économie Joseph Kapika
qu'il n'y aura pas de rupture des stocks de produits alimentaires sur le marché en décembre 2017. Le ministre Kapika, qui a reçu une délégation de la FEC, de la Copemeco et de la FENAPEC, a indiqué qu'il travaille d'arrache-pied à l'approche des fêtes pour s'assurer qu'il y aura suffisamment de stocks pour permettre à la population de passer en beauté les fêtes de Noël et des Nouvelles Heures. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Madame, Messieurs, c'est par cette revue de presse économico-financière et des questions économiques et de développement que nous mettons donc un point à cette édition de Fiscalité et Développement. Merci à vous tous qui nous avez suivis et merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.